Alors, écoutez, ce que je vous propose, il est 20h02, c'est qu'on commence. Alors, j'ai eu 2 points qui m'ont été partagés. N'hésitez pas à partager, hein. Gladys qui me dit, j'ai RDNA, mais un éclaircissement pour bien exploiter les données serait un gros plus. Super. Je pense que tu vas trouver des infos qui vont t'aider ce soir. Tu as bien fait de nous rejoindre. Et Frédéric me dit, mon avis sur RDNA, alléchant au départ, mais payant dès qu'il cherche des stats pertinentes par région et par catégorie de meublé. Tout à fait. C'est vrai que c'est peut-être le premier point par lequel on peut démarrer. C'est vrai que RDNA, en réalité, quand je parle avec des personnes d'RDNA, je me suis rendu compte que parfois on me parlait des statistiques gratuites. C'est vrai que les statistiques gratuites, en général, quand on nous donne quelque chose comme ça, c'est probablement pas forcément le plus utile et le plus percutant de l'outil. En tout cas, moi, à ce jour, ce sont pas ces statistiques-là qui m'aident le plus dans l'outil. Ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment vous partager aussi mon écran. Je vais essayer de le faire correctement pour que ça fonctionne bien. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer aussi, moi, comment je regarde RDNA et vous donner des idées d'utilisation. Donc, complètement d'accord avec toi, Frédéric. Les stats qu'on a en première page, il y en a certaines qui sont pas mal. Certaines d'entre elles, je les utilise, je les regarde en tout cas au moins une fois. Mais en tout cas, les indicateurs qui, au fil de la saison, peuvent nous aider à piloter nos activités de loueur saisonnier, c'est en réalité pas ces statistiques-là qui sont plutôt relativement figées, qui sont plus des ordres de grandeur génériques. Quand je vois que certains loueurs, et je blâme pas, quand on n'a pas forcément les informations, bah, on fait aussi avec ce qu'on a, mais quand je vois que certains loueurs déterminent le potentiel d'un bien ou leur espérance de gain sur la base de ces 2-3 statistiques frontales et gratuites de l'outil RDNA, je me dis, mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer pour eux par la suite, parce que ce ne sont pas forcément des statistiques qui sont à l'échelle de la réalité. Et en tout cas, alors c'est peut-être ça que je peux vous préciser, c'est que ces statistiques qu'on a en première page, bah d'ailleurs, je vais vous les montrer dès maintenant, ce serait une bonne idée. Alors, juste accordez-moi un instant, mais c'est très bien, je le fais maintenant. Je vais partager mon écran. Hop, share screen. Hop. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez l'écran. Je veux bien juste que vous me confirmiez que vous voyez bien ma tête et l'écran. Enfin, ma tête, c'est moins important, mais en tout cas, que vous voyez bien l'écran. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Merci de nous dire ces petits bonjours, bonsoir, c'est toujours chouette. Bonsoir P. On a une personne qui s'appelle P. Bonsoir à toi en tout cas. Bonsoir Abdel, bienvenue. Alors Didier, tu disais, idem que Gladys, pour ma part, je n'en ai pas encore, mes 3 T2 en exploitation, et pas encore mes 3 T2 en exploitation, actuellement en travaux, donc pas utilisé encore RDNA. Ok. Alors, vous voyez justement, on parlait de ces 3 statistiques de base qui sont présentes. Alors là, je suis sur Lorient, je pourrais choisir n'importe quelle ville de votre choix. Ces 3 statistiques-là, en fait, elles sont génériques à l'échelle d'une année. Leurs gros défauts, elles ont 2 gros défauts. C'est que le premier, enfin, elles en ont même 3, c'est-à-dire que le premier gros défaut, c'est que c'est justement, ça englobe plusieurs périodes de l'année. Sauf qu'on sait, quand on est loueur saisonnier, on a des périodes fortes, des périodes faibles. Donc, c'est important d'aller dans le détail par rapport à ça. Le deuxième défaut, je pense qu'il est pire que le premier, c'est que, en fait, ça englobe tous les types de biens. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple 59 €, sauf que si vous avez un studio ou un T4, évidemment que les ordres de grandeur sont le jour et la nuit pour un bon nombre de villes. Il peut y avoir des villes sur lesquelles les prix se tiennent un peu comme un mouchoir de poche, mais c'est quand même rarissime. Donc si vous prenez ce chiffre sans du tout considérer la taille des biens, vous pouvez tomber complètement à côté de l'espérance de gain, soit ne pas prendre un bien en vous disant bah, il n'y a aucun potentiel, c'est vraiment pas bon, alors qu'en réalité, si vous aviez eu accès aux bons chiffres, bah, il y avait un potentiel sur ce bien, soit à l'inverse, prendre un bien en vous disant waouh, les calculs sont juste incroyables, il faut absolument que j'investisse ou que je prenne ce bien en sous-location, et en réalité, bah, c'est surestimé parce que cette moyenne, elle considère aussi des biens qui sont plus grands que celui que vous avez à l'esprit, et du coup, bah, vous allez avoir des chiffres en résultante qui sont supérieurs au potentiel réel du bien. Et
Voilà, bonsoir à tous, bienvenue. Donc voilà pour les biais. Vous avez un biais de période, vous avez un biais sur la typologie du bien. Oui, et le dernier biais, le troisième biais, c'est aussi que ça inclut tout type de niveau qualitatif. L'avantage, le gros avantage, et je vous en reparlerai tout à l'heure parce que ça me semble important, c'est que dans RDNA, on peut filtrer par niveau qualitatif du bien. Vous avez la possibilité de demander à l'outil de vous comparer qu'avec les meilleurs. Et le truc, c'est que là, à l'intérieur de ce chiffre-là, vous avez tout type de niveau qualitatif. Et là où ça peut être vraiment très préjudiciable à votre analyse, c'est que vous avez aussi les biens qui sont, par exemple, des chambres chez l'habitant. Vous avez aussi des biens qui ne sont mis que quelques semaines par mois et qui sont pas du tout professionnalisés. Donc tous ces gens-là sont vraiment des gens avec qui, je pense, vous n'avez pas du tout envie de vous comparer parce que leur espérance de gain n'est pas du tout celle que vous, en tant que professionnel, vous attendez ou vous êtes en mesure de produire. Donc, c'est très important que vous puissiez... ces chiffres-là, vous pouvez les regarder. Moi, je les regarde, mais juste, moi, j'appelle ça les statistiques cosmétiques. C'est-à-dire que c'est des chiffres ludiques, voilà, mais qui, en réalité, pour nous permettre de prendre des décisions, ne sont pas des chiffres sérieux, en fait, pour prendre des décisions. C'est vraiment l'intérieur de l'outil qui va nous permettre, par la suite, de prendre des décisions. Bonsoir à tous. Alors, je crois que j'ai raté un point. Non, c'est bon. J'ai pas raté un point. Vous voyez bien, génial. C'est une bonne nouvelle. Alors, ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est 3 points pour vous aider à aborder RDNA, pour vous rendre compte un peu de ce que ça peut proposer et voir si c'est réellement en adéquation avec vos besoins. Ce que je trouve sur RDNA, il y a des défauts, il y a des qualités. Je vais vous parler des deux parce que de toute façon, quand on regarde un outil, surtout un outil qui est basé sur un algorithme, il y a toujours des défauts. C'est incontournable. La seule chose, c'est de savoir quoi attendre de cet outil-là. Beaucoup de personnes se disent ouais, bon, les chiffres sont pas bons, c'est pas un outil qui est sérieux, etc. En fait, c'est souvent des personnes qui attendent les mauvaises choses de cet outil. Si vous regardez l'outil pour déterminer vos prix, en tout cas que vous prenez les chiffres pour argent comptant et que vous dites ah ben comme c'est écrit 70 €, je vais faire des prix à 70 €. En fait, là, c'est faux. Et c'est en effet un mauvais usage de l'outil. Donc, c'est comme toute chose. Si vous attendez d'un cuiseur à riz que ça vous cuise du poisson, je ne sais pas pourquoi j'ai cette illustration en tête, franchement. J'aurais probablement pu trouver une meilleure métaphore. Là, on est... Mais c'est un peu ça, c'est un peu parlant. C'est-à-dire que si on attend d'un cuiseur à riz qui cuise correctement le poisson, bah, en fait, on se dit ce cuiseur à riz est complètement naze. C'est un peu comme le... Je pense que vous l'avez probablement vu en ligne tourner pas mal, c'est la phrase d'Einstein qui dit que il faut pas attendre, il y a tous les animaux. Voilà, si quelqu'un voit ce à quoi je fais référence, faites-moi signe, je me sentirai moins seule. C'est une image avec tous les animaux et en fait, il demande une chose à chacun des animaux, sauf que chaque animal a sa compétence différente et ne peut pas atteindre cette même action. Et on dit que voilà, l'école, c'est comme ça nous juge tous alors qu'on a tous des forces et des faiblesses. Bref, en tout cas, quand on a un outil, il faut en attendre les bonnes choses pour qu'il donne le meilleur. Sinon, en effet, il donne n'importe quoi. C'est ça que je voulais partager avec vous. Alors, justement, pour que vous ayez toutes les billes pour savoir comment faire en sorte qu'RDNF vous apporte quelque chose de sérieux et que ça vous aide, moi, j'ai réuni 3 points qui sont pour moi les points de base. Frédéric me dit, mais c'est quoi ces références? Ouais, je suis désolée. Ce sont des références de 20h11. Voilà. Mais je pense qu'elles ont le mérite d'être parlantes. Moi, j'ai réuni 3 points qui, à mon sens, sont incontournables à avoir à l'esprit, qui vont vous aider à savoir justement ce que RDNF peut vous apporter et ce qu'il ne peut pas vous apporter. Si on regarde peut-être rapidement ce qu'il y a à l'intérieur de l'outil, vous avez en fait toute une partie, donc au-delà de la page overview que tout le monde connaît, parce que c'est la page qui est gratuite, vous avez toute une partie qui vous permet d'avoir des notions de taux d'occupation. Donc ça, ce sont des courbes avec des taux d'occupation qui remontent à mai 2017, en fait. Donc on a quand même un certain nombre d'années d'historique, c'est assez intéressant. Vous avez ici la notion de prix moyen sur chacun des éléments, sur chacun des mois, pardon. Vous avez sur la partie revenus des notions de chiffre d'affaires mensuel pour les biens. Sur la partie guest, vous avez différents items liés aux voyageurs. Alors, c'est un élément que moi j'utilise moins d'un point de vue revenu management, évidemment. En fait, on voit s'ils sont des voyageurs domestiques ou internationaux.
et on voit les différentes villes. Parfois, j'ai eu des villes qui étaient un peu étonnantes sur cette partie-là, et puis les usages des réseaux sociaux et les langues. Bon, concrètement, c'est à mon sens pas la partie la plus forte d'AirDNA, mais ça existe. Hein. Sur la partie pacing, vous avez une visibilité sur toutes les semaines à venir pour voir ce que les autres vendent sur la ville. Est-ce qu'elle est très vendue en ce moment et à quel prix elle est vendue en ce moment dans le futur. Ici, vous avez une page qui vous permet de voir des moyennes de prix jour par jour sur les mois à venir. Ici, vous avez une page, je vous fais un déroulé très rapide, mais après, je vous parle plus en détail, ce sera, je pense, plus intéressant. Mais un déroulé très rapide pour les personnes qui n'ont vraiment jamais vu l'intérieur d'AirDNA, pour que vous voyez un peu tous les aspects que ça couvre. Ici, vous avez une page Seasonality qui vous donne en fait une indication de la puissance de la demande jour par jour. Donc ici, vous avez puissance de la demande, faible demande en rouge, forte demande en vert. Ici, vous avez aussi une notion de puissance de la demande mois par mois. Ici, vous avez leur dernier outil dont ils aiment beaucoup parler, dont on pourrait parler d'ailleurs si vous avez des questions sur ça, où vous pouvez mettre une adresse et ça vous donne une espérance de gain pour l'adresse en question. Ici, vous avez une liste des top concurrents. Vous pouvez filtrer, mais ça, je vous en reparlerai juste après. Et ici, vous avez la possibilité de comparer différentes adresses entre elles. Donc, qu'est-ce qui est le point numéro 1, à mon sens, à savoir sur AirDNA? Le point numéro 1, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a comme chiffres à l'intérieur et par ça, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en réalité, donc là, on a des montants en euros, par exemple, vous voyez. Là, on nous dit, je vais vous dire concrètement, on nous dit que concrètement, à Lorient, en moyenne, les biens, toute taille confondue, tout niveau qualitatif confondu, ont permis d'apporter, donc la moyenne est ici, ont permis d'apporter 850 € en moyenne, la ligne rouge c'est la moyenne, 850 € par bien en moyenne. Ce 850 €, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un montant tout inclus. C'est là où en général les gens font des erreurs. Donc maintenant que vous êtes venus à ce webinaire, déjà je vous félicite et en plus vous savez ça, contrairement aux personnes qui font un mauvais usage de ces chiffres, c'est que c'est important de savoir que c'est du chiffre d'affaires total, c'est-à-dire c'est le montant visible sur Airbnb, c'est le montant visible sur Airbnb avec à l'intérieur le séjour, le ménage et les commissions Airbnb. La méthode en fait pour obtenir ces chiffres d'AirDNA, c'est des logiciels qui s'appellent des logiciels de scrapping, donc de récolte. Le logiciel va aller sur les pages Airbnb, il va récolter toutes les informations des biens, il va récolter le prix de l'annonce et il va récolter la disponibilité dans le calendrier. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Airbnb, quand on déroule une annonce, on peut voir à un moment donné le petit calendrier avec disponible ou non disponible. Donc le système va récolter toutes ces informations sur l'ensemble des annonces Airbnb et va en reconstituer un chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il va dire, OK, là, à telle date, c'est pris et c'est au prix de temps. Et donc, il reconstitue un chiffre d'affaires global. Donc, c'est pour ça que c'est une estimation, selon les disponibilités qui sont affichées sur le calendrier, c'est une estimation du chiffre d'affaires potentiel que gagne l'annonce sur ce mois-là. Donc, quand on a une estimation, il y a ces biais. AirDNA s'engage à avoir une justesse à 5 points près. Il peut y avoir des erreurs. En ce moment, je suis en train de traiter justement un cas sur lequel on a identifié des grosses différences entre ce qu'on a réellement fait et ce qu'indique AirDNA. Donc, il peut y avoir des erreurs. C'est important de l'avoir à l'esprit. Mais à l'échelle globale, AirDNA s'engage à ce que la data soit juste de 5%. Donc, ça, c'est le point à avoir à l'esprit. Souvent, on me dit, quand on en est à ce stade de l'explication, souvent on me dit, ouais, mais du coup, c'est que Airbnb. Enfin, moi, je fais énormément de ventes sur Booking. Je vois pas pourquoi j'irais regarder ça, alors qu'Airbnb, globalement, c'est pas non plus une part importante de mes ventes. Ce qui est important à avoir à l'esprit, et ce sera mon point numéro 3, je vais vous montrer concrètement comment je fais. Pour moi, c'est important d'avoir cet outil pour comparer les périodes entre elles. On revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on utilise AirDNA pour prendre le chiffre et faire ses prix en se disant, voilà, c'est écrit 70, je fais mes prix à 70, c'est totalement une erreur, pour plein d'excellentes raisons.
parce qu'il y a des biais sur ces chiffres-là, parce que Airbnb n'est peut-être pas votre canal de vente prioritaire, parce qu'on sait qu'on peut vendre un peu moins cher sur Airbnb que ce qu'on est capable de faire sur Booking. En revanche, il y a des indicateurs qui peuvent venir nourrir votre réflexion sur les prix, mais c'est pas je vois un chiffre, je fais mon prix. Vraiment pas. Et puis moi, ce pourquoi j'aime bien utiliser aussi RDNA, c'est surtout pour comparer les périodes entre elles. Quand on est dans une optique de travailler la saisonnalité, de voir quand est-ce que les gens viennent dans ma ville et quand est-ce qu'ils ne viennent pas, pour pouvoir identifier quand est-ce que je vais avoir des périodes fortes ou des périodes plus faibles, mais c'est là où RDNA a réellement sa carte à jouer, parce que les clients utilisent Booking, ou qu'ils utilisent Airbnb, ou qu'ils utilisent que sais-je d'autre, il y a toujours les mêmes tendances. C'est-à-dire que les clients vont plus venir selon votre ville évidemment, mais vont plus venir sur les vacances scolaires, vont plus venir pendant les jours fériés, vont plus venir pendant les événements majeurs de la ville, quel que soit le site qu'ils utilisent. Donc, c'est une information qui est utile et qui est parfaitement utilisable dans votre activité, malgré le scope que je viens de vous décrire là. Voilà, donc ça, c'est mon premier point, bien connaître et comprendre le scope des données sur RDNA. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ah, merci Anthony qui partage la référence sur Einstein. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a les mêmes références alors. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à me les partager. Pour l'instant, je n'en vois pas. N'hésitez pas à me les partager. Écoutez, je continue avec mon point 2. Mais si je vois des questions, j'hésiterai pas à m'arrêter. Il n'y a pas de problème. Donc, là, on était sur ce qu'incluent les chiffres et le scope de la donnée. Maintenant, le deuxième point à avoir à l'esprit, c'est de savoir bien filtrer la donnée quand on l'utilise. Alors ça, je vais vous montrer concrètement les filtres dont on dispose sur RDNA. On dispose de 2 types de filtres, concrètement. Bon, on peut dire 3 parce qu'on filtre par ville, mais enfin bon, ça c'est évident. On a le filtre par ville. Le deuxième filtre ici, on va dire le lot de filtres qui permet de filtrer par typologie de bien. Et un troisième type de filtre ici, qui permet de filtrer par niveau qualitatif, en tout cas par performance des biens. Donc, sur ces premiers filtres-là, vous avez la possibilité de regarder soit les biens entiers, soit les chambres privées chez l'habitant, soit les chambres partagées. Parce qu'il faut savoir que sur Airbnb, on a ces 3 types de solutions proposées aux clients. Soit évidemment ce sont des biens entiers, et ça c'est ce qu'on propose nous quand on est professionnalisé dans notre activité. On peut avoir aussi la concurrence des chambres privées chez l'habitant, et c'est beaucoup plus rare, et je trouve qu'il y en a vraiment très peu dans la majorité des villes que j'ai étudiées, mais on peut aussi avoir des chambres privées. Si vous voulez avoir une idée dans votre ville de quels sont les ordres de grandeur, quels sont les poids en action dans votre ville, vous pouvez regarder ici ce tableau, où vous voyez, donc là on est sur la page d'accueil, ce sont les fameuses statistiques gratuites. Vous pouvez regarder ici ce tableau avec la notion, en tout cas le pourcentage, là on voit le pourcentage d'annonces sur la ville qui sont des annonces de biens entiers. Et ici, le pourcentage d'annonces de chambres privées chez l'habitant. Cet indicateur-là, il est à mon sens un bon révélateur du niveau de professionnalisation de votre ville. C'est-à-dire que plus vous avez des chambres privées chez l'habitant, plus vous allez malheureusement être en concurrence avec des personnes qui ne sont pas ou peu professionnalisées. Des personnes pour qui avoir un certain niveau de qualité de service ou alors avoir un certain niveau tarifaire n'est que peu important finalement, puisque de toute façon, tout ce qui rentre pour eux, c'est du bonus. Donc, il n'y a pas ce même enjeu qu'on peut avoir quand on exploite un bien entier et qu'on le fait de façon professionnalisée. Si vous avez un pourcentage, alors j'ai rarement vu des pourcentages très supérieurs à 25%, mais dès lors que vous avez des pourcentages qui sont inférieurs à 10 ou 15%, c'est vraiment un très bon signe. Ça veut dire que vous allez avoir peu de concurrence de cette population-là, entre guillemets, sans aucun terme péjoratif, mais vous allez avoir peu de concurrence et donc moins de tendance à tirer les prix vers le bas. C'est pas le seul indicateur, mais ça fait partie des bons indicateurs de la professionnalisation d'une ville. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre sur ça? Oui, donc là je vous ai partagé, je reviens à la page revenus, je vous ai partagé ce premier item, donc évidemment vous allez filtrer sur Entire Home.
Après ça, vous avez la possibilité de choisir le nombre de chambres dans le bien que vous regardez. Alors là, petit piège. Petit piège, pourquoi? Parce que c'est un nombre de chambres, donc il faut pas, ça peut arriver, c'est rien de grave, il faut pas mélanger en se disant tiens j'ai un T2, je mets 2. Bon, en réalité, il faut mettre 1 parce que c'est une chambre. Voilà. Donc là, vous avez studio, une chambre jusqu'à plus de 6 chambres. Et comme vous pouvez avoir des T2 qui accueillent 2 personnes ou des T2 qui accueillent 4 personnes, de la même façon, vous pouvez avoir, je sais pas, des T3, oui, des T3 qui accueillent plus ou moins de personnes dans le bien, vous m'avez comprise. On a aussi la possibilité de filtrer par le nombre de personnes que l'on peut accueillir dans le bien. Donc ici, par exemple, si on a un T2 sur lequel on a aussi un canapé lit, donc en tout, on peut mettre 4 voyageurs, je vais mettre ici 4 personnes, ici. Et après, je fais Apply. Donc ça m'a permis de filtrer sur la performance des T2 qui peuvent accueillir 4 personnes à Lorient sur des biens entiers. Une des questions qu'on me pose en général sur cet aspect-là, c'est qu'on me dit, mais est-ce qu'il vaut mieux mettre de 1 à 4 ou est-ce qu'il vaut mieux mettre 4-4? Donc, en d'autres termes, est-ce que je me compare avec des T2 pour 4 de façon totalement stricte ou est-ce que je me compare avec des T2 qui peuvent accueillir une personne? Bon, ce serait bizarre, mais une personne, des T2 qui peuvent accueillir 2 personnes, des T3 qui peuvent en accueillir 3, excusez-moi, des T2 pour 1, T2 pour 2, T2 pour 3 ou T2 pour 4. Est-ce que je me compare avec toutes ces possibilités-là? À mon sens, si vous voulez quelque chose de très précis, il est plus favorable de vous comparer précisément avec des T2 qui peuvent accueillir 4 personnes. Parce qu'évidemment, ça aura un attrait différent, c'est totalement différent. En revanche, gardez à l'esprit qu'il est important, en raison notamment des biais statistiques que j'ai évoqués tout à l'heure, il est important que vous ayez un nombre minimum d'annonces disponibles quand vous faites votre filtre. Donc là, par exemple, vous allez me dire où est-ce qu'on voit cette info? L'info, on la voit ici. Ici, il nous dit, voilà, pour le filtre que vous avez fait, vous avez 49 annonces disponibles. 49, c'est bien. Globalement, moi, je trouve que pour avoir des statistiques qui sont relativement consistantes, c'est-à-dire qui vous permettent d'avoir des informations relativement justes, il vaut mieux ne pas trop descendre en dessous de 20-30 annonces. Moi, j'aime bien en avoir 50 minimum. Après, on n'a pas toujours le choix. J'ai eu une fois une étude à faire sur un scope où il y avait 12 annonces seulement. C'était vraiment trop peu. Donc, dans ces cas-là, en fait, j'ai vraiment étendu le scope de recherche. J'ai pas du tout filtré sur le nombre de personnes. Je me suis dit, je me compare avec tous les biens sans me limiter au nombre de personnes pour essayer vraiment d'avoir un scope statistique plus large et être sûr d'avoir des meilleurs chiffres. Donc voilà pour le filtre par type de bien. Maintenant, il y a une autre information qui est importante, c'est le niveau qualitatif. C'est cette fameuse notion de percentile. Percentile, alors déjà c'est un mot complètement improbable. Hein. Je pense que ça doit être une notion mathématique, statistique. Je ne suis pas une très bonne mathématicienne, mais c'est un nom un peu improbable pour dire finalement quelque chose de relativement simple. En gros, moi, comment je me l'imagine, je le partage toujours de la façon dont je l'imagine. De toute façon, vous n'hésiterez pas à me poser des questions si ça ne vous a pas semblé super clair. Pour chacun des items, donc que ce soit pour le taux d'occupation, que ce soit pour les prix ou que ce soit pour le revenu, de façon séparée, le système fait la chose suivante, c'est-à-dire qu'il va prendre, je vous prends un exemple concret, il va prendre le mois d'avril 2019, il va prendre tous les biens qui ont fait des ventes au mois d'avril 2019 avec leur performance de chiffre d'affaires. Donc, bien numéro 1 a fait 600 euros, bien numéro 2 a fait 1500 euros, bien numéro 3 a fait X euros, etc. Et il les organise du plus petit au plus grand, puis il réalise des découpages en fait. Et c'est ça les percentiles, tout simplement. C'est-à-dire que du plus petit au plus grand, il nous dit, voilà, percentile 50, c'est au milieu. Ça veut dire que sur cette valeur, vous êtes sur une moyenne, ni plus ni moins. Là où c'est plus intéressant, c'est que au percentile 75, il nous dit, voilà, à partir de ce montant-là, vous avez au-dessus de ça 25% des meilleures performances sur ce mois-là. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça nous permet de voir quelles sont les performances des annonces les plus performantes sur notre ville. Et ça permet de se comparer à des biens qui sont similaires en termes d'attrait client, en termes
aussi de satisfaction client, parce qu'évidemment, les clients regardent les notes avant de réserver, et donc en termes de performance de chiffre d'affaires. Donc, très important, vous avez, moi ce que j'utilise le plus souvent, c'est soit la moyenne, dire voilà, ça c'est la moyenne sur la ville, et le percentile 75 également, parce que je me dis, ça, ce sont la performance des meilleurs biens. Parfois, on me pose la question, mais est-ce qu'on peut utiliser le percentile 90 ? Moi, je trouve que c'est plus risqué d'utiliser ce percentile parce que du coup, on se retrouve avec un scope relativement limité, c'est 10% des meilleurs biens. On peut tout à fait avoir des biens qui d'un coup ont eu des performances très extravagantes et qui, donc sur ce 10%, vont aller tirer vers le haut les chiffres. Donc, moi, de toute façon, je préfère être toujours relativement intégriste sur mon estimation de performance. Je préfère m'assurer que tout fonctionne avec des estimations relativement même un peu plus basses et qu'on ait des agréables surprises. Là, je pense notamment si vous faites des estimations de gains de chiffre d'affaires pour des projets à venir, ça me semble plus vertueux. Après, chacun voit midi à sa porte, mais ça me semble plus vertueux de faire des estimations par le bas, de s'assurer que tout fonctionne par le bas et après d'avoir de bonnes surprises. Donc le percentile 90, moi je trouve que c'est une estimation qui est un peu plus risquée d'un point de vue justesse statistique. Je préfère me limiter à la moyenne, donc percentile 50, ou au percentile 75 pour avoir des estimations de ce que peuvent faire les meilleurs biens de la ville. Voilà pour l'explication du percentile. Donc là, alors peut-être pour finir ce point et après je vais répondre à la question. Là, vous avez donc tous les éléments pour filtrer correctement les données, les informations sur votre bien et sur ce que vous voulez étudier. Donc, filtrer cette partie-là et filtrer la partie percentile, soit prendre la moyenne, soit prendre le percentile 75. Est-ce que je voulais vous partager un autre élément sur ça qui vient de me venir à l'esprit et que j'ai oublié je pense que ça me reviendra. Voilà. Voilà pour ça. Alors, Alexandre me pose une question. Alexandre me dit « Merci Élise pour cette initiation RDNA. C'est intéressant de voir les fonctionnalités possibles. Connais-tu PriceLab ou as-tu un avis? Des avantages, inconvénients que tu as en tête versus RDNA sont-ils complémentaires ou substituables? Pour l'instant, je n'utilise pas encore. Je n'utilise pas ou pas encore RDNA, mais uniquement PriceLab. » Alors, Alexandre, c'est une excellente question parce que je pense que cette question, beaucoup de personnes se la posent. En réalité, RDNA est un outil qui est complètement différent de PriceLab. PriceLab, c'est deux équipes différentes. En gros, PriceLab, c'est la team algorithme tarifaire. Dans cette team, dans cette équipe, il y a 3 acteurs. Il y a Wheelhouse, PriceLab. J'ai failli vous épeler. Je me dis oui, ça peut être bien de l'épeler. W-H-2-E-L H-O-U-S-E. Wheelhouse, PriceLab et le dernier, c'est Beyond Pricing. Sur ces 3 acteurs, moi, je ne cache pas une affinité pour Beyond Pricing parce que il est assez intéressant, je trouve. Il redonne certaines statistiques issues d'RDNA, donc je trouve ça pas mal. Il donne pas tout, malheureusement, et on peut pas filtrer, on peut pas choisir, donc c'est pas non plus parfait, mais c'est déjà mieux que rien. En tout cas, c'est mieux que les autres parce que les autres ne donnent pas ça. Donc Beyond Pricing pour moi est le plus complet. Ces outils-là ont beaucoup de biais. On pourrait en parler plus en détail. Bon, en quelques mots, ce sont des algorithmes qui vont vous mettre dans la concurrence. Donc, si la concurrence fait n'importe quoi, voilà, vous pouvez avoir tendance à avoir des prix qui sont pas forcément ceux qui vont vous permettre de vendre le plus. Et en plus, le gros reproche que je leur fais, c'est que du coup, ils considèrent pas du tout la performance de votre bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester à un prix, vous vendez rien du tout, et ils restent à ce prix-là parce que le système ne considère pas que vous vendez pas, quoi. Donc ça, je trouve que c'est le gros défaut des algorithmes. Peut-être qu'un jour, ils vont les changer, peut-être qu'ils vont peaufiner leurs algorithmes, moi j'adorerais. Mais à ce jour, en tout cas, même dans les grands groupes, il n'y a aucun algorithme qui remplace le cerveau humain. Donc sur ça, ces algorithmes-là sont mieux que de ne rien faire, mais c'est moins bien que d'avoir une réelle stratégie de revenu management. Il faut toujours ajouter une couche de cerveau humain sur ça. Donc ça, c'est pour la team des algorithmes tarifaires. Maintenant, RDNA, c'est vraiment différent. Alors, ils se sont un peu essayés à ce jeu-là, mais là où ils sont très bons, c'est surtout pour nous donner des statistiques de vente. C'est là où c'est très utile, c'est-à-dire de pouvoir voir l'historique. Et pourquoi c'est très utile? Parce que à ce jeu-là, les grands groupes ont une grosse avance sur nous. Nous, quand on arrive, qu'on est loueur saisonnier,
On ne sait pas comment fonctionne la ville, est-ce que ça se vend bien, pas bien, quels sont les taux d'occupation, etc. Le grand groupe de tourisme, lui, il a déjà des hôtels partout, où il a déjà des historiques liés à son activité depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, chose que nous, on n'a pas. Et comment font les grands groupes? Ils regardent cet historique, ils se basent sur ça, plus l'étude concurrence pour faire leur stratégie. Nous, il nous manque un gros bout, on n'a pas d'historique. Et c'est ce type de logiciel qui va vous aider à avoir les historiques pour prendre les meilleures décisions. À l'échelle d'une ville, vous avez des données auxquelles vous n'accédez pas du tout quand vous êtes seul en tant que loueur saisonnier. Donc c'est là où il y a une grande différence entre les deux. Donc pour moi, c'est pas incompatible d'avoir un PriceLab et un RDNA. Surtout qu'en général, les gens qui utilisent PriceLab, je pose la question un peu autour de moi, mais comment vous faites pour savoir quand il faut changer, quand potentiellement le prix n'est pas le bon? Et en général, on me dit, je sais pas. Il y a deux choses qui permettent d'aller challenger PriceLab pour s'assurer qu'il n'est pas en train de vous faire des prix qui ne conviennent pas du tout. C'est de regarder RDNA, première chose. Et deuxième chose, de regarder votre performance historique. Donc voilà, c'est deux points importants sur PriceLab versus RDNA, comment ça s'organise et est-ce que c'est vraiment utile. N'hésite pas à me dire, Alexandre, si j'ai répondu à ta question ou s'il y a d'autres aspects du coup sur lesquels tu souhaites échanger, avec plaisir. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est dit sur RDNA? On s'est dit, point numéro 1, il faut avoir en tête ce qu'il y a à l'intérieur d'RDNA. C'est du chiffre d'affaires tout inclus. C'est une méthode de récolte de l'information sur Airbnb. Mais bien utilisé, c'est pas grave que ce soit que Airbnb. Et il y a un taux de justesse à 5% près. Donc ça veut dire que sur certains items plus précis, si vous allez voir un bien particulièrement dans Top Properties, il peut y avoir des erreurs. Comme je vous disais, en ce moment, il y a une erreur que je suis en train de regarder, mais à l'échelle globale, sont des informations qui sont juste à 5% près. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut vraiment savoir filtrer la donnée pour que vous regardiez les bons chiffres et que vous ne vous trompiez pas dans votre analyse. Donc, filtrer la donnée, ça suppose évidemment de regarder sa ville, mais par ailleurs et au-delà de ça, surtout filtrer sur la typologie de bien entier, le nombre de chambres et le nombre de personnes. Gardez en point de vigilance très important d'avoir suffisamment d'annonces dans votre étude pour que les statistiques soient justes et que de la même façon, vous n'ayez pas des chiffres trop loin d'une réalité marché. Et l'autre point, c'est de faire un usage vigilant et bien placé des percentiles. Moi, ma recommandation, après chacun voit en fonction de sa façon de voir les choses, mais moi, ma recommandation, c'est plutôt de se cantonner au percentile 50 pour la moyenne ou au percentile 75 pour voir la performance, à partir de combien on a une performance des meilleurs biens. Et d'ailleurs, un point de vigilance que j'ai pas partagé sur ça, c'est qu'il faut que vous gardiez à l'esprit que le percentile 75, par exemple, la performance des meilleurs biens, elle est différente selon l'indicateur. Je m'explique. Concrètement, quand vous regardez la page occupation, vous allez voir, je vais vous donner un exemple concret, ce sera plus simple. Sur mars 2019, on voit que, je vais filtrer aussi sur les T2, hop, T2, et j'avais mis combien de personnes? J'avais mis 4 personnes. Donc si on regarde les T2 pour 4 personnes, hop, à Lorient, on va choisir le mois de mars 2019, on voit que les 25% de meilleurs biens ont fait au moins 89% de taux d'occupation. Ça, c'est pour le taux d'occupation. Donc, les 25%, je vais réexpliquer plus clairement, les 25% de biens qui ont fait les meilleurs taux d'occupation. C'est à partir de 89% de taux d'occupation. Si on regarde les prix, je vais refiltrer évidemment sur Studio, hop. Si on regarde Studio, pas du tout, sur T2, si on regarde le mois de mars 2019, voilà. Alors là, la présentation est un peu différente, mais l'information est la même. Mars 2019, les 25% de biens qui ont fait les meilleurs prix moyens, c'est à partir de 58 €. Je note pour éviter d'oublier 58 € et on a dit 89% de taux d'occupation. Et si on regarde maintenant les revenus, donc là, j'ai déjà fait les filtres. Sur mars 2019, c'est la même chose. Donc, c'est les 25% de biens qui ont fait les meilleurs revenus. Ça démarrait à partir de 1 165 €. Sauf que le petit piège à avoir à l'esprit, c'est que ceux qui ont fait un taux d'occupation supérieur à 89% ne sont pas forcément ceux qui ont fait un prix moyen supérieur à 58 €.
ça peut être des annonces différentes. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas vous dire je prends comme ambition 89% de taux d'occupation à 58 €. Parce que là, potentiellement, vous êtes sur un scénario que personne n'a fait. Parce que peut-être que ceux qui ont fait 89% de taux d'occupation, en fait, ils étaient tous à des prix hyper bas. Et ceux qui ont fait des prix très hauts, ils étaient tous à des taux d'occupation hyper bas. Donc, la combinaison des deux est risquée. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez avoir du revenu, si vous voulez avoir de la multiplication du taux d'oc et du prix moyen, ce qui donne le revenu, eh ben, on a la partie revenu qui, elle, vous permet de voir des hypothèses réalistes sur le revenu. Donc ça, très important à savoir. Je vous donne beaucoup de pépites ce soir que peu de gens savent et que peu de personnes utilisent correctement. Donc vraiment, même prenez des notes si vous le souhaitez, parce que c'est vraiment des choses que j'ai vues nulle part. C'est vraiment des choses que je sais pour avoir, je dois dire, harcelé le service support, pour les avoir questionnés et re-questionnés en croisant les chiffres et que je me dise mais comment se fait-il que ça corresponde pas, etc. Et donc voilà, je vous livre tout ça parce que je pense que ça peut vous être utile et parce que voilà, cet outil a de l'intérêt, a du bénéfice, mais il faut qu'il soit juste bien utilisé en ayant à l'esprit ces différents éléments. Alexandre me dit merci pour ta réponse complète, Élise. Tu as répondu à ma question. Bah, écoute, super, j'en suis ravie. Donc, je vous ai partagé le point numéro 1, le point numéro 2, et maintenant le point numéro 3 que je voulais vous partager avec vous, c'est un exemple d'usage. Quand je vous disais tout à l'heure, une chose sur laquelle moi j'aime énormément utiliser RDNA, c'est avoir une meilleure connaissance de la saisonnalité d'une ville. Ça, c'est hyper important, surtout quand on a à l'esprit de construire sa grille de prix, voire de remettre en question sa grille de prix. Avoir une vision très précise de la saisonnalité d'une ville, c'est quand même un point clé pour faire quelque chose de correct. Donc, sur ça, qu'est-ce que je regarde pour comprendre quand est-ce qu'il y a de la demande et quand est-ce qu'il n'y en a pas dans une ville? C'est quelque chose que j'utilise très fréquemment qui va beaucoup vous servir. Sur la page, alors, on pourrait prendre, je parlais tout à l'heure avec Anthony. Anthony, je te propose qu'on parle de gosier, si vous voulez. Si tu es d'accord, Anthony, je ne sais pas, il va y avoir un petit délai avant que je reçoive ta réponse. Mais bon, j'imagine que tu seras d'accord. Comme on parlait de gosier avec lui tout à l'heure, je vais proposer de parler de Gosier, qui est une ville de Guadeloupe. Alors, du coup, sur cette ville-là, enfin sur toutes les villes de toute façon, moi l'onglet que je regarde, c'est l'onglet saisonnalité. Alors, pour vous présenter plus en détail cette page, vous avez, comme pour toutes les autres pages, la ville évidemment, la possibilité de filtrer par type de bien. Après, vous avez ce que j'appelle, je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'appelle les statistiques cosmétiques. Statistiques cosmétiques, pourquoi? Parce que, bon, elles sont là, elles existent, mais c'est pas sur ça qu'on prendra des décisions revenu management, clairement. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais elles sont présentes en haut de toutes les pages. Hein, elles sont là, les petites statistiques cosmétiques. Voilà, elles existent. C'est ce qu'on peut leur reconnaître, elles existent. Ça nous indique quel est le meilleur mois, ça nous indique ici quel est le revenu par chambre disponible, c'est le RevPAR, sur une semaine entière, donc jour de semaine et jour de week-end, et le RevPAR sur les week-ends en particulier. Ici, vous avez une visibilité sur ce fameux RevPAR, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ici? C'est surtout que ça nous dit quand est-ce qu'il y a beaucoup de demandes et quand est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là, vous voyez bien tous les jours, avec quand il y a peu de demandes à l'échelle de la ville, c'est rouge, voire extrêmement rouge, et sinon, c'est vert. Et puis ici, vous avez la même information, mais mois par mois. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je regarde l'écart entre les mois. C'est là où je vous dis, c'est là qu'RDNA fait la différence. Il a tous ses biais, il a tous ses défauts, ça c'est clair. Mais en fait, avoir ces écarts mois par mois, ça c'est une source hyper précieuse d'informations pour pouvoir après faire ses prévisions. C'est un truc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça permet réellement d'avoir une visibilité sur le potentiel. Donc ici vous avez, alors moi, petite parenthèse, d'ailleurs on en parlait avec Anthony tout à l'heure. Super, Anthony me dit yes, génial. On en parlait avec Anthony tout à l'heure. En effet, à ce jour, moi je n'utilise pas du tout ce qui est lié au début d'année. Donc là, vous voyez,
Janvier, à la limite, on pourrait l'utiliser, mais à partir du confinement, évidemment que les informations, on ne peut pas les utiliser. Ce sont des informations qui sont trop atypiques pour qu'on puisse s'en servir. Donc moi, à ce jour, je ne travaille que sur l'année 2019. Et heureusement, fort heureusement, dans RDNA, on a beaucoup, vous avez vu tous les graphiques, ça remonte jusqu'à 2017. Donc on a vraiment un historique qui est très consistant, qui nous permet de travailler sur 2 années et donc de pouvoir continuer à avoir un travail et des convictions de revenu management pour pouvoir faire nos prix et prendre nos décisions. Donc là, en l'occurrence, je vais vous partager en détail comment je regarde. Donc là, je vois, ça commence ici, janvier 2019, et ça termine ici, décembre 2019. Donc typiquement, les questions qu'on se posait avec Anthony, c'est quelles sont les périodes à Gosier qui sont les plus dynamiques, sur lesquelles il y a le plus de demandes et qui pourraient potentiellement être un potentiel pour les prix et pour avoir une tarification plus forte. À l'inverse, quelles sont les périodes les plus faibles sur lesquelles on va avoir une tarification moins forte. Donc là, vous voyez, on voit très bien, quand on regarde les bâtons, donc je vous rappelle, c'est de ici à ici, on voit très bien les périodes qui ont une forte demande. Donc là, janvier, février, mars sont les périodes qui sont les plus fortes de la ville. On a aussi le mois de décembre, qui est extrêmement fort sur la ville. Et après ça, on a des mois qui sont extrêmement faibles. On a juin et octobre, qui sont les mois les plus faibles de l'année 2019. Et j'aurais même pu dire mai, juin et octobre, qui sont les mois les plus faibles de l'année 2019. Donc ça, pour moi, c'est une étape numéro 1. Quand je regarde ça, je me dis, bon, ok, j'arrive à screener un peu la ville. Quand est-ce que j'ai des périodes fortes? Quand est-ce que j'ai des périodes moyennes, des périodes faibles? Je me fais déjà le portrait robot un peu de la saisonnalité de la ville grâce à ce graphique-là. Après, la réalité, c'est qu'à l'intérieur d'un mois, vous pouvez avoir des disparités. Je vous donne l'exemple typique, c'est le mois de décembre. Sur le mois de décembre, on a dans, franchement, 95% des villes, une énorme disparité entre le début du mois de décembre et les vacances scolaires. C'est pas le cas dans toutes les villes. Il y a des villes sur lesquelles, par exemple, les marchés de Noël font que le mois de décembre est majeur et massivement rempli toute l'année. Toute l'année, n'importe quoi, tout le mois de décembre, vous m'avez comprise. Mais dans 95% des villes, on a quand même début du mois de décembre qui est bof et les vacances scolaires qui sont plus fortes. Donc, pour arriver du coup à passer à ce niveau de finesse beaucoup plus fin, qu'est-ce que je regarde? Je regarde ici le détail jour par jour. Et vous voyez, par exemple, on voit ici clairement que sur le mois de décembre, le début du mois est plutôt rouge, c'est pas très bon. Mais par contre, la deuxième partie du mois est plutôt bonne. Donc, c'est un vrai potentiel. Moi, ce que je vous recommande clairement, et c'est ce que je fais avec toutes les personnes avec qui je fais un coaching revenu management pour établir la grille de prix, c'est d'aller scruter chacune des périodes qui sont vertes de façon à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est verte. Les premiers éléments que vous allez chercher, c'est forcément jours fériés, vacances scolaires. Ça, c'est l'élément numéro 1 qui va vous aider à expliquer ces périodes-là. Le deuxième élément, c'est les événements. Les événements peuvent produire ce type d'accroissement de demande sur la ville. Et du coup, grâce à ça, vous savez, et ça c'est très précieux, je vous donne beaucoup de pépites ce soir, vous savez quels sont les événements qui ont de l'impact. Et c'est ça qui est crucial. Parce que faire sa liste d'événements, c'est pas utile. Avoir une liste exhaustive de tout ce qui se passe dans votre ville, c'est pas utile. Nous, ce qui nous importe, c'est de connaître les événements qui vont produire un accroissement de demande dans votre ville et du coup, en conséquence, vont vous permettre d'augmenter les prix. Parce que s'il y a un événement qui n'apporte personne et que vous êtes le seul à augmenter les prix alors qu'il n'y a pas d'accroissement de la demande, vous êtes dans l'erreur et vous risquez de ne pas être vendu. Si à l'inverse, vous identifiez qu'il y a un accroissement de la demande, vous augmentez les prix, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave à augmenter les prix, tout le monde va vendre parce qu'il y a beaucoup de demandes et vous allez vendre bien plus cher que tout le monde. Donc c'est là où vous avez une grosse différence et un gros avantage par rapport aux autres. Donc voilà comment j'utilise la partie saisonnalité d'RDNA pour avoir une compréhension de la partie macro jusqu'à la partie micro de ce que va être la performance de la ville, de ce qui a de l'impact, de là où la saisonnalité est importante et là où la saisonnalité également l'est beaucoup moins. Et donc, c'est autant d'éléments qui vont vous permettre de prévoir l'avenir, de savoir quand faire vos prix faibles, vos prix moyens, vos prix forts, voire vos prix événementiels. Voilà pour les 3 points qui me semblaient être très, très incontournables pour mieux aborder RDNA.
savoir ce qu'il y a dedans, savoir filtrer pour avoir de bons chiffres et savoir utiliser la partie saisonnalité. J'en profite pour vous partager un point que j'ai oublié de vous partager, j'y ai pensé en disant le mot filtre, c'est que quand je fais cet exercice, très important, si vous faites l'exercice, c'est une question qu'on me pose souvent, quand je fais cet exercice, faut-il que je filtre par type de bien? Faut-il que je filtre ici? Si moi j'ai un T2, est-ce que je mets T2? Ma réponse est non, en fait, à cette question-là. Il faut absolument que vous regardiez à l'échelle de la ville. Vous voyez, là, pour Gosier, j'ai regardé toute la ville. Je me suis même pas posé la question de quels sont les types de biens pour Antony, etc. Non, je me suis dit, je regarde Gosier de façon générale. Quelle est la demande? Quelles sont, en fait, en réalité, c'est quelles sont les volumétries de voyageurs qui se déplacent à Gosier et qui ont besoin de se loger. Et c'est ça qu'on veut réussir à comprendre, les flux de voyageurs, en fait, dans notre ville, quels que soient les types de biens. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager vos questions si vous en avez. Avez-vous des questions? Avez-vous des doutes ou des aspects sur lesquels vous souhaiteriez qu'on élucide un peu tout ça? Est-ce que ça vous a un peu éclairé sur cet outil qui est un peu méconnu, parfois mal utilisé, souvent blâmé, parfois à juste titre, parfois pas? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? En attendant de recevoir vos questions, moi je vous partage un point aussi. Je me suis dit, tant qu'à faire de faire un live sur RDNA ce soir, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai une petite formation qui explique, je dis petite parce qu'elle est sur 2 mois, une formation qui explique comment utiliser RDNA, comment l'utiliser comme moi je l'utilise. C'est-à-dire ce que je vous ai partagé là sur la saisonnalité, ben, je le partage sur tous les items, sur quels sont les écrans que j'utilise pour me nourrir sur la grille de prix, quels sont les écrans que j'utilise pour faire les prévisions de demande sur les périodes à venir. Quelles sont les pages d'RDNA que j'utilise pour estimer le potentiel d'un bien et comment je fais pour estimer le potentiel d'un bien. Voilà, tous ces éléments-là sont des éléments que je partage dans ma formation sur RDNA. C'est une formation classique avec une vidéo qui se débloque toutes les semaines. C'est une formation qui est à 147 € et je me suis dit qu'à l'occasion de ce live, eh ben, ce serait bien que je fasse un prix. Donc voilà, jusqu'à ce soir, si c'est une formation qui vous intéresse, jusqu'à ce soir, je fais moins 20% sur la formation. Donc vous voyez, ça donne un prix défiant toute concurrence. J'ai jamais fait de promotion sur cette formation. Donc c'est vraiment, je me suis dit, bon allez, pour le live, on va faire ça. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous voulez vous inscrire et rejoindre l'équipe de la formation. Le code pour profiter du moins 20% jusqu'à ce soir, c'est live. Donc, vous voyez, un code extrêmement sophistiqué. Voilà, j'ai mis ça dans les commentaires. Je ne sais pas si vous le verrez. Bon, je l'ai affiché là. Avez-vous des questions? Je ne vois aucune question. Est-ce que c'est parce que c'était très très clair? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est parce que c'est des informations auxquelles vous attendiez pas? Est-ce que... Dites-moi. Ah, Didier me dit, oui, très enrichissant, je vais regarder ma ville différemment. Ah, bah c'est chouette. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que je fais ça, donc ça me fait hyper plaisir. Gladys me dit, comment faire la différence et se positionner par rapport aux biens qui ont une piscine ou un spa? Alors, ça c'est... Est-ce que tu veux dire dans RDNA? Quels sont les éléments qui peuvent t'aider à répondre à cette problématique dans RDNA? Ou quels sont les éléments qui peuvent t'aider à faire tes prix dans ce contexte-là? Je veux bien que tu me dises plus en détail ce que tu as à l'esprit. En termes de différenciation concurrentielle, moi je sais qu'il y a un petit écran que j'aime bien qui s'appelle attendez, Amenities. Voilà. Sur cet écran-là, en fait, ce que vous voyez, c'est les fonctionnalités qui sont les plus majoritairement proposées par les annonces. Alors là, vous avez différents items, c'est en anglais, je peux vous les traduire. Donc ça, c'est la clim, mais je pense que dans un certain nombre de villes, c'est plutôt VMC. Parce que, vous voyez, à Lorient, par exemple, on peut revenir sur Lorient. Je doute qu'il y ait énormément de biens qui ont des clims à Lorient, sans aucun préjugé sur le temps de Lorient, hein, évidemment. Je ne suis pas en train de critiquer le temps breton, pas du tout, loin de moi cette idée. Mais vous voyez, je doute qu'il y ait 30% des biens qui aient des climatisations à Lorient, donc je pense que c'est plutôt une méprise entre VMC et climatisation. Ici, vous avez le chauffage, ici, vous avez le lave-vaisselle, ici, vous avez le sèche-cheveux, vous avez la cuisine, le parking, l'accès à Internet, le câble TV, la piscine et vous avez le jacuzzi.
Ça vous permet de voir ce qui est proposé par les autres. Ça vous permet aussi de voir, et ça c'est gratuit en plus, hein, vous le voyez même si vous n'achetez pas l'accès à votre ville. Ça vous permet aussi de voir quels sont les points sur lesquels vous pouvez faire la différence. Parce que s'il y a des éléments qui sont peu proposés par les autres, bah, ce sont autant de points sur lesquels vous pouvez faire la différence. Alors, j'ai pas la suite de ton point, Gladys, mais je vais le voir probablement juste après. Je pense à un autre point avant de passer aux questions suivantes. Le prix d'AirDNA, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit mais comment ça marche cette facturation? Juste sachez que le prix d'AirDNA, moi je trouve que par rapport à ce que ça apporte, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Les villes valent entre 20 $ et 39 $. Juste sachez que vous pouvez, moi je l'ai fait, c'est pour ça que je vous le dis, je vous donne l'astuce. Vous pouvez tout à fait souscrire à votre ville. Si vous êtes, moi je suis du genre, c'est pour ça que je vous dis ça, je suis du genre à souscrire à un truc en abonnement et à complètement oublier la souscription, et je me retrouve à me rendre compte 3 mois après que ça fait 3 mois que je paie le truc. Là où je trouve qu'ils sont assez fair-play à AirDNA, c'est que vous pouvez souscrire pour lancer votre abonnement et en fait immédiatement l'annuler. Ils sont fair-play dans le sens où ils vont quand même vous donner accès pendant 1 mois, mais au moins vous êtes sûr de ne pas oublier de vous désinscrire. Donc ça, j'ai trouvé, quand je me suis rendu compte que c'était possible de faire ça, je l'ai fait sans savoir, et en fait, comme j'ai vu que mon accès continuait, je me suis dit, ah, ils sont quand même plutôt fair-play sur ça, et ça évite d'oublier. Si vous avez envie de regarder que pendant 1 mois, avoir accès aux données que pendant 1 mois, ça vous évite d'oublier et de vous rendre compte que ça fait 4 mois que vous payez le truc. Et il y a aussi une autre question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais si j'ai pas AirDNA dans ma ville? Alors, c'est quand même extrêmement rare de ne pas avoir AirDNA dans sa ville. Je pense que si vous êtes là au webinaire, c'est que vous avez AirDNA dans votre ville. Mais si jamais vous êtes sur une ville qui n'a pas AirDNA, moi, ce que je propose en général, c'est d'essayer de comprendre où est-ce que vos clients vont. Si les clients, vous avez probablement 1 ou 2 grandes villes autour de vous. Si vous arrivez à déterminer quelle est cette grande ville dans laquelle les clients vont quand ils séjournent chez vous, c'est là où vous avez tout gagné. C'est que du coup, vous savez quelle ville il faut aller scruter sur AirDNA parce que c'est l'activité et l'animation de cette ville-là, c'est sa saisonnalité qui va influencer du coup la fréquentation de votre bien. Donc, c'est pour moi la meilleure solution si jamais vous n'avez pas AirDNA sur votre ville, c'est de comprendre dans quelle ville se rendent les clients quand ils viennent chez vous pour rendez-vous professionnels, pour divertissement, pour week-end en famille ou que sais-je. Mais en tout cas, c'est ça qui va vous aider à choisir la bonne ville pour pouvoir avoir les informations parce que vous ne pouvez pas faire sans information. Alors, pour répondre, ah bah super, Gladys me dit oui dans AirDNA et quelles données prendre en compte. Alors là, la question que tu me poses, c'est une question plus large sur comment établir sa grille de prix. C'est une question qui mériterait tout un live sur comment faire sa grille de prix. Je pourrais peut-être le faire aussi d'ailleurs. Moi, ce que je t'incite à regarder, c'est le live d'il y a 15 jours, l'étude de cas, parce qu'on était avec Cécile qui avait un problème très similaire avec un bien relativement atypique. Là, en fait, c'est, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est atypique, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en moins. Les logiques sont les mêmes, donc n'hésite pas à aller voir ce live-là. Je pense qu'on a partagé énormément d'idées qui vont beaucoup t'aider dans ce sens-là. Nicolas dit très clair, merci. Patrick me dit pour moi, c'est très bien expliqué. Merci beaucoup Patrick, beaucoup d'informations très intéressantes. Merci Élise pour le lien de la formation. Bah écoute, avec grand plaisir. Et si tu veux rejoindre la formation, bah, j'aurai plaisir à t'y retrouver sans problème. Nicolas dit avant, il y avait un filtre sur les services, piscine spa. Ah bon? Bah peut-être alors. Écoute, moi ça fait environ 1 an et demi que j'utilise AirDNA, peut-être près de 2 ans. C'est vrai que je n'avais pas vu ce filtre-là. Peut-être que c'était avant alors. Ou alors j'ai manqué de vigilance au début. Complètement possible. Mais c'est vrai que j'ai pas souvenir de ce filtre. Mais ça devrait être pas mal pour répondre au problème de Gladys, ouais. Malheureusement aujourd'hui ils l'ont retiré. Peut-être qu'il n'était pas très utilisé, auquel cas dans ces cas-là ils retirent les fonctionnalités. Dommage, je suis d'accord. Dommage. Ah oui, Gladys me dit à quel percentile se référer. Si tu te dis que tu as un bien qui est... Donc, mettons que tu es... Je vais quand même répondre à cette question, c'est vrai, ça pourra t'aider. Mettons que tu aies un bien qui soit, on va dire n'importe quoi, un T3. Tu sais que sur ta ville, il y a énormément de biens, on va dire il y a 80% des biens qui, en T3, ont une piscine.
Et toi, tu es dans les 20% de biens qui en T3 n'ont pas de piscine. Moi, je sais pas si je me comparais. Spontanément, on pourrait se dire, bon, bah, ok, comme mon bien, il a un truc en moins, bah, je vais me comparer au percentile 50, par exemple. Mais je trouve que la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Parce que le truc, c'est que ça veut pas dire que ton bien va moins bien performer. Je pense que là, on a deux aspects qui se mélangent un peu dans notre réflexion. C'est-à-dire, il y a le premier aspect de comment va être la performance de mon bien, et le deuxième aspect qui est comment est-ce que je dois mettre le prix de mon bien. Sur le prix du bien, de toute façon, il y a un certain nombre d'éléments dans RDNA qui peuvent nous aider, mais c'est pas RDNA qui va faire notre prix, de toute façon. Donc pour la détermination du prix, moi, je t'inciterais plus à faire une vraie étude concurrence sur la tarification pour avoir des ordres de grandeur, comme je dis toujours, pour avoir des fourchettes de marché, de ce que peut valoir ton bien sur le marché. Et après, selon la saisonnalité que tu identifies dans RDNA, travailler ta grille de prix sur l'année avec 2, 3 ou 4 niveaux tarifaires. Mais ça, bon, je le radote pas mal, c'est la méthode classique. Donc ça, c'est pour la partie comment faire ses prix. Après, pour estimer la performance, ce que je trouve risqué, de se dire, bah moi, je vais faire que 50% de percentile. Ça peut être une hypothèse hyper intégriste, hein, comme je disais tout à l'heure, hyper pessimiste. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de raisons pour lesquelles, si tu regardes le taux d'occupation, il n'y a pas particulièrement de raisons pour lesquelles ton taux d'occupation sera particulièrement moins bon que les autres parce que tu n'as pas de piscine. Si tu proposes d'autres choses par ailleurs, si tu proposes un vrai concept, si tu proposes une localisation qui est peut-être plus intéressante, si tu proposes aussi un bon rapport qualité-prix, c'est aussi toujours ça l'enjeu, il n'y a pas de raison que toi, tu n'aies pas les mêmes performances de taux d'occupation. Donc, je me bloquerai pas, dans cette situation-là, je me bloquerai pas en tout cas sur ça. Nicolas me dit combien payes-tu ton abonnement RDNA? J'imagine que tu as un prix compte tenu de ta formation orientée. Alors moi j'ai un abonnement RDNA France entière. France entière, du fait d'avoir pris France entière, c'est plutôt à ce titre-là que j'ai eu un prix, qui est un prix que je pense qu'ils font pour beaucoup de clients. J'ai partagé avec RDNA ce que je fais, d'expliquer. Je leur ai dit mais vous savez votre outil, si on n'a pas une formation, c'est dur de comprendre. C'est dur de comprendre, etc. Ben, franchement, je te cache pas qu'ils n'ont pas non plus un engouement. Ils m'ont dit ah bah oui, si on a des gens, on vous les transférera, mais voilà, c'est pas, on n'est pas sur un truc où RDNA me rémunère pour ça, pas du tout. Voilà. Je sais pas si j'aimerais ou si j'aimerais pas, en tout cas que ce soit ça, mais en tout cas, on n'est pas sur ça. Je les ai informés de ce que je faisais. Je leur ai aussi demandé la validation pour beaucoup de choses parce que j'ai pas, c'est une société américaine, j'ai pas envie d'avoir des procès, notamment en toute transparence quand je me suis inscrite sur la partie France entière. J'ai signé le fait que je ne partageais pas le contenu d'RDNA, que je ne partageais pas le contenu d'RDNA, clause que j'ai refusée parce que j'ai expliqué que moi, voilà, pour mon travail, ce que je suis en train de faire avec vous, j'ai validé avec eux le droit de faire ça. Donc voilà, on n'est pas sur un truc, on n'est pas sur un partenariat où RDNA me rémunère. C'est plutôt moi qui ai trouvé cet outil parce que j'avais rien d'autre pour pouvoir faire l'optimisation de mon bien quand j'étais loueur saisonnier. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est hyper compliqué. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune formation? Et c'est plutôt parce que les gens me posaient beaucoup de questions sur RDNA et sur comment l'utiliser que je me suis dit, bon, bah oui, il faut faire un truc là. Il faut faire un truc. Mais je pense que, voilà, même le prix de la formation montre bien que c'est plus pour aider pas mal et donner les billes aux gens qui font partie de la communauté J'affiche complet qu'autre chose. Voilà. Gladys me dit ok, je comprends. Oui, j'ai vu ce live, je les regarde tous. Bah écoute, je te remercie Gladys de cette assiduité. C'est vrai qu'à chaque fois en début de live, on se fait un petit coucou, donc c'est toujours un plaisir. Alexandre me dit, c'était très clair, merci. Je vais me pencher un peu plus sur l'outil suite à tes retours. Si on s'abonne pour Paris, on paye une licence unique ou il faut en payer un abonnement pour chaque quartier, chaque arrondissement. En effet, pour Paris, ça fonctionne par arrondissement. Il y a des petites spécificités. En fait, pour Paris, dès qu'une ville a un arrondissement, c'est par arrondissement. Ça, c'est la première spécificité. Il y a une deuxième chose à savoir, c'est que pour certaines villes, par exemple pour la Martinique, on n'a pas accès à l'information par ville. Donc, si vous êtes en Martinique, on a malheureusement des zones, des clusters de villes. Donc, c'est des données qui sont quand même très utiles pour travailler toutes les notions de saisonnalité, pour se donner des ordres de grandeur d'écart tarifaire notamment. Pour estimer des potentiels de biens, ça donne des premières billes, mais c'est vrai que c'est une zone. Et pour toutes les villes qui ont des arrondissements, en effet, c'est par arrondissement.
Gladys me dit merci beaucoup pour ces réponses. Je t'en prie, merci à toi. Patrick me dit Élise, le call live ne fonctionne pas, ce bon de réduction n'est plus valable. Mince, alors attendez. Comment se fait-il que j'annonce des choses qui ne fonctionnent pas? Alors, pourquoi j'annonce des choses qui ne marchent pas? Écoutez, je vais regarder ça. Je pense que je peux regarder très rapidement maintenant pourquoi ce que j'ai fait ne marche pas. C'est pas très bien, Élise, d'annoncer des trucs qui ne marchent pas. Les promesses qui donnent envie, mais qui en fait ne sont pas réelles. C'est pas mon style, ça, pas du tout. Alors attendez, j'essaie. J'ai pas envie de vous prendre trop de temps sur ça. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de continuer à me poser des questions pour que je puisse creuser. Voilà. Bon de réduction. Eh bien, en effet, comment se fait-il? Il n'était pas activé. Voilà. Donc ça y est, il est activé, il va fonctionner. Voilà. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Je ne fais jamais des promesses en l'air. Je pense que vous avez compris aussi ça. J'ai une sorte d'honnêteté et de droiture qui va peut-être un peu trop loin parfois, mais voilà. Je pense que ça, c'est un incontournable. Alors, avez-vous des questions? D'ailleurs, je pense que Cindy pourra vous le dire, que j'ai une vraie honnêteté, une droiture, parce qu'elle voulait s'inscrire aujourd'hui à ma formation sur RDNA. Et je lui ai dit, non, n'achète pas ma formation sur RDNA. Ce soir, je fais une promotion sur la formation, donc attends le live de ce soir, je fais la promotion, ne l'achète pas maintenant. Donc, vous voyez, je suis vraiment dans une dynamique de totale transparence et de totale honnêteté. Donc, voilà. C'est ça qui me tient à cœur et voilà, c'est important pour moi. Patrick me dit merci. Anthony, en Guadeloupe, RDNA est par commune et ça varie entre 15 $ et 25 $ par mois. Ouais, et franchement, ça, c'est un très bon point et je dois dire que je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'en Guadeloupe, ils font par commune et pourquoi est-ce qu'en Martinique, ils font par zone. C'est un grand mystère pour moi. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont cette petite injustice. Patrick, pour l'année prochaine, les stades vont-elles être faussés cause Covid? Oui, la réponse est oui, les stades vont être faussés. En revanche, moi, je vais de toute façon pas arrêter de travailler avec RDNA puisque j'utiliserai toujours 2019. Donc, ça me permettra d'avoir, heureusement qu'on a toujours, vous voyez, là, actuellement, on a jusqu'à 2017, on remonte jusqu'à mars 2017 ou mai 2017, je me souviens plus. Donc, ça permet quand même d'avoir un historique suffisamment consistant pour pouvoir continuer à travailler. Là, on a le Covid qui nous impacte tous, mais en fait, sachez que dans certaines villes, on peut avoir des événements qui sont majeurs, mais qui n'ont lieu que tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Dans ces cas-là, c'est important d'avoir cet historique qui va très loin pour pouvoir revenir en arrière et se dire « Ah ok, cet événement en 2018, qu'est-ce qu'il avait produit comme accroissement de la demande ?» Donc, c'est pour ça que c'est très utile. Et voilà, ces circonstances que là, on partage tous avec Covid, en fait, il y a d'autres loueurs qui les partagent de façon plus récurrente avec des gros événements qui sont tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Cindy me dit oui, je confirme, merci beaucoup. Bon, écoute, c'est sympa de confirmer la justesse de mes propos. Isabelle me dit les abonnements, est-ce qu'ils sont que par ville? Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous prenez par ville, soit vous prenez par France entière. Il faut savoir que RDNA ne considère pas que les dom-toms sont dans la France, donc il ne faut pas hésiter si vous prenez France entière à leur dire ah, attention, vous savez, les dom-toms, c'est aussi la France. Et sinon, c'est que par ville. Je dois partager que j'avais essayé à un moment donné de négocier un lot de villes en disant voilà, je prends X villes, est-ce que vous seriez prêt à me faire un prix, etc. Ça n'a pas marché. Voilà, tout simplement. Donc, essayez, peut-être que ce sera utile pour tout le monde de savoir qu'ils sont maintenant prêts à faire des prix par lot de ville. À l'époque, quand j'avais demandé, ça ne m'avait pas été accordé. Nicolas dit RDNA m'avait fait il y a 10 mois une proposition à 450 € par mois pour 6 mois d'engagement. Ok, ouais, ça fait partie des propositions pour la France. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Écoutez, je crois que je pense avoir répondu à un maximum de questions. Voilà, ça fait 1 heure, je ne vais pas vous prendre plus de temps.
moi, je vous remercie d'avoir été là avec moi. C'était très chouette. J'aime toujours ces moments, ces lives où on partage et tout. C'est vraiment chouette. Donc, je vous remercie de votre présence. Le live sera disponible en replay, comme à mon habitude. Donc, vous pourrez le regarder, le revoir ou si vous l'avez raté, le regarder. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Comme vous savez, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain live. Je suis un peu fatiguée, vous le remarquez. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.